bonjour et bienvenue sur RT France. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la grande interview. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Yamb, membre du parti d'opposition ivoirien Liberté et démocratie pour la République. Elle est conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, qui est candidat à la présidentielle ivoirienne. Nathalie Yamb, c'est aussi la Dame de Sochi, un surnom qu'elle a hérité après ce discours très remarqué contre la France-Afrique lors du sommet Russie-Afrique à Sochi en octobre dernier. Nathalie Yamb, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Bonjour, merci. Alors, comme je le disais dans mon introduction, ce fameux discours de Sochi, c'est un discours qui a été extrêmement sévère envers la France. C'était presque un discours de rupture. C'était totalement un discours de rupture, une rupture à laquelle aspirent des millions d'Africains et dont il est temps qu'elle se concrétise effectivement. Et est-ce que finalement, quelque part, le fait d'être à Sochi, en Russie, sur un territoire qui est peut-être un peu moins lourd et dont l'histoire commune est peut-être moins violente, ça a joué dans ce discours, ça a eu un impact dans ce discours? Oh, peut-être, je ne sais pas. Moi, c'est un discours que je tiens depuis plusieurs années. C'est pas un discours nouveau, mais il est vrai que le contexte, peut-être, dans lequel il se tenait, l'environnement, les chefs d'État, les hommes d'affaires, le fait que ce soit en Russie, ça a certainement ajouté à l'impact de ce discours et ça a certainement secoué un peu plus les tenants de la France-Afrique qui ne l'ont pas du tout apprécié, au contraire de millions d'autres personnes. Est-ce que vous aviez conscience au moment de prononcer ce discours qu'il allait avoir une telle déflagration, aussi bien sur le continent africain que dans la diaspora? Non, pas du tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que je répète le même discours. Je pense que c'est peut-être vraiment le contexte dans lequel il s'est tenu qui explique cette déflagration. Le fait que les médias français s'étaient attelés à minimiser la portée du sommet Russie-Afrique, etc. Et que ce discours-là se soit tenu là-bas, ça a surpris tout le monde. Moi, j'étais vraiment la première surprise de l'ampleur que cela a pris. Je suis sortie de Sochi, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. C'était un voyage de 27 heures, je n'étais pas connectée. Je suis arrivée à Abidjan, j'ai trouvé que le discours avait fait le tour du monde, quoi. Voilà. Et est-ce que vous pouvez rappeler peut-être dans les grandes lignes, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas vu ce discours, ce que vous avez dit à Sochi en octobre dernier? Oh, j'ai simplement rappelé le fait que, contrairement à d'autres puissances coloniales, la France ne veut pas partir, ne veut pas renégocier les termes de la collaboration avec ses anciennes colonies, qu'elle maintient toujours une servitude coloniale sur les pays de l'Afrique francophone à travers le franc CFA, dont nous ne voulons plus et qui empêche l'industrialisation des zones concernées, que nous ne voulons plus de l'armée d'occupation française qui étale ses bases et ses tentacules dans nos pays sans jamais empêcher que ces mêmes pays soient déstabilisés par des terroristes, par des djihadistes ou même par d'autres forces, et que nous ne voulons plus de la tutelle française au niveau de l'ONU. Nous sommes en Afrique tout à fait capables de parler pour nous-mêmes, de porter nos résolutions, de saisir nous-mêmes le Conseil de sécurité sans que ce soit la France qui s'arroge le droit d'être notre tuteur. Alors Nathalie Yamb, quelques semaines après votre intervention, le 2 décembre 2019, très précisément, vous êtes expulsée de Côte d'Ivoire. Alors pour, je cite, activité incompatible avec l'intérêt national. Comment vous réagissez à ce moment-là? Est-ce que vous êtes sous le choc ou vous vous attendiez à cette expulsion? Oh, je m'attendais à une réplique violente du régime. J'avais bien constaté, comme je l'ai dit à mon retour, que Sochi a vraiment porté un coup dur à l'édifice france-africain. Et donc, je m'attendais à quelque chose de la part de ce régime et de ses donneurs d'ordre. Je ne savais pas la forme que ça allait prendre. Je pensais aussi peut-être que je serais emprisonnée, qu'il y aurait
enfin, il y aurait des mesures de rétorsion. Certes, je m'y attendais, je ne savais pas quelle forme elles prendraient, mais ça a néanmoins été effectivement un choc en ce sens que, pas que j'ai été foncièrement surprise de mon expulsion, mais de la manière dont elle s'est faite, de l'irrégularité dont elle s'est faite. Alors que, bon, peut-être que j'aurais dû m'y attendre, ce régime est coutumier de la violence et de l'illégalité et de l'irrégularité. Vous avez évoqué un motif qu'on m'a communiqué comme ça verbalement au moment où j'étais à l'aéroport. Alors justement, c'est quoi ces activités qui seraient contraires aux intérêts, à l'intérêt national? C'est quoi ces activités en question? On vous a expliqué? On m'a rien expliqué du tout. Je constate que les activités dont il serait peut-être question ici, puisque je voulais le dire tout à l'heure, on m'a jamais notifié quelque chose par écrit, je n'ai jamais reçu un document quelconque. Lors des 11 heures d'interrogatoire que j'ai passées à la préfecture de police d'Abidjan, il n'a jamais été question d'activité quelconque, à part mes critiques acerbes, comme il disait, contre le régime. Donc j'en conclus que ce sont mes critiques contre le régime et contre la France-Afrique qui sont considérées comme des activités incompatibles avec l'intérêt national. Se pose la question si il est vraiment dans l'intérêt national d'être une colonie française. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce discours, vous le teniez en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien, et finalement, c'est au moment où vous le tenez à l'extérieur que vous êtes sanctionné. Oui, c'est très amusant. Je trouve ça très loufoque un peu. Je pense que c'est l'exposition médiatique qui a fait mal à M. Ouattara et par extension peut-être à M. Macron. Vous savez, on peut critiquer M. Ouattara comme on veut sur le territoire national. Il s'en fiche pas mal, hein. Mais dès lors que une critique passe sur un média étranger ou au niveau de la communauté internationale, ça le touche beaucoup plus que toutes les critiques qui peuvent être faites sur le sol ivoirien ou par des Ivoiriens. Alors, Nathalie Yamb, lors de ce discours de Sochi, vous avez aussi déclaré, je vous cite, « La France considère toujours le continent africain comme sa propriété. Nous voulons sortir du franc CFA, nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. » Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le problème, selon vous, c'est la France ou plutôt, on va dire, certains chefs d'État africains qui seraient adeptes du statu quo? D'ailleurs, vous avez qualifié les présidents africains de laquais et de momies. Donc, vous avez quand même des termes très durs à leur encontre, hein. Oh, je pense que j'ai des termes qui décrivent parfaitement leur comportement. Le problème est combiné. On a un problème avec nos chefs d'État qui acceptent de servir, de faire valoir et de passer les plats à une puissance coloniale qui refuse de s'adapter à l'ère du temps. Nous avons deux adversaires en face de nous. Nous avons la France qui, ma foi, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais elle défend ce qu'elle considère comme ses intérêts. Je trouve que ceux qui sont encore plus à critiquer sont ceux qui, à la tête de nos États, lui permettent d'arriver à ses fins en néantisant les intérêts des peuples d'Afrique. Alors, Nathalie Yamb, ce discours à Sochi vous a fait connaître du grand public et à l'international, hein. Il vous a projeté sous les feux de l'actualité, mais finalement, on vous connaît assez peu. Quel a été votre parcours? On sait que votre mère est suisse, votre père est camerounais. Vous viviez jusqu'à votre expulsion en Côte d'Ivoire. Vous vous êtes quand même engagé politiquement. Quel a été votre parcours? Écoutez, moi, je suis née en Suisse de parents donc suisses et camerounais. J'ai passé les premières années de ma vie en Suisse. Ensuite, mes parents nous ont amenés au Cameroun, où mon frère et moi avons vécu avec eux pendant 9 ans. Et puis, je suis retournée en Europe, cette fois-ci en Allemagne, pour faire mes études et commencer ma carrière professionnelle. Je suis revenue en Afrique en 99. En fait, j'ai décidé de quitter l'Europe pour donner naissance à mon fils en Afrique. Je suis revenue à ce moment-là et j'ai commencé une carrière professionnelle d'abord au Cameroun, puis au Nigeria, puis en Côte d'Ivoire, puis au Ghana, puis de nouveau en Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis journaliste.
J'ai étudié journalisme, j'ai travaillé comme journaliste pendant que j'étais en Allemagne. Et lorsque je suis revenue en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé en Afrique, pardon, j'ai travaillé dans la communication et puis plus tard dans les ressources humaines où j'ai fait toute une carrière depuis, voilà, on va dire, 2004. Et vous vous considérez toujours comme journaliste aujourd'hui, au vu de votre engagement politique? Est-ce que c'est compatible? Je me considère pas comme journaliste, puisque comme je vous dis, ça fait très longtemps que je ne travaille plus comme journaliste, mais c'est ce que j'ai appris, c'est mon métier, c'est ma profession, même si j'ai fait carrière dans les ressources humaines et dans la communication. Alors, est-ce que depuis votre expulsion de la Côte d'Ivoire, vous êtes retourné là-bas, ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous espérez un jour y retourner? Oh, je ne pense pas que je puisse retourner en Côte d'Ivoire tant que M. Ouattara est au pouvoir. Comme je vous l'ai dit, ce gouvernement a refusé de donner des papiers qui permettraient de faire un recours contre une décision totalement abusive. Donc, je ne peux pas y retourner tant que M. Ouattara est au pouvoir, mais tel que les choses se présentent, cela ne devrait pas durer très longtemps et je serai capable de rentrer en Côte d'Ivoire assez prochainement. On a lu, alors sur certains sites web, on a lu que vous étiez fichée en France, que vous étiez interdite de territoire en France. Est-ce que vous pouvez clarifier ces rumeurs finalement qui circulent sur les réseaux sociaux et sur Internet? Bon, c'est un peu difficile de clarifier certaines rumeurs parce que je n'ai pas les moyens de vérifier si elles sont rumeurs ou si elles sont avérées. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas interdite de séjour en France. Je possède un passeport suisse, donc qui me permet de circuler partout en Europe. Depuis mon expulsion, j'ai eu à retourner en France. J'ai pas eu de problème particulier. Au contraire, les gens du Quai d'Orsay ont plutôt cherché à me rencontrer par tous les moyens possibles et imaginables. En ce qui concerne le fait que je sois fiché S en France, je n'ai pas d'informations. Un fichier S n'est pas forcément, on n'appelle pas quelqu'un pour lui dire allô, bonjour, on vous informe que vous êtes fiché S. Fichier S, d'après ce que je sais, c'est qu'on est considéré comme quelqu'un qui est potentiellement un trouble à l'ordre public en France. Peut-être que je suis fiché S, c'est au gouvernement français qu'il faut demander. Merci Nathalie Yamb. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après dans la grande interview. De retour dans la grande interview avec Nathalie Yamb, militante suisse-camerounaise, qui nous parlait de sa relation avec la France. Alors Nathalie Yamb, vous nous disiez que vous n'aviez pas a priori de problème, en tout cas à venir sur le territoire français, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une façon de vous décrédibiliser ou alors en tout cas quelque part de vous criminaliser, de vous montrer comme quelqu'un de dangereux? Oh, certainement. En fait, moi, je vous ai dit, quand je suis venue en France en décembre, juste 2 semaines après mon expulsion, j'ai participé à une conférence donnée par le professeur Mamadou Koulibaly pour la diaspora à Paris et j'ai été approchée par des dirigeants du Quai d'Orsay qui m'ont dit les yeux dans les yeux qu'ils me trouvaient dangereuse. Ils m'ont dit textuellement, vous êtes brillante et c'est pour ça que vous êtes dangereuse. Donc, je crois qu'effectivement, il y a la nécessité, d'une part, de m'estampiller comme un élément dangereux, et puis, d'autre part, d'essayer de décrédibiliser le message que je porte. Est-ce que vous suivez l'actualité française et quel regard vous portez sur la question du racisme qui est omniprésente dans l'actualité française actuellement? Oui, bon, je suis un peu ça de loin. Je ne suis pas une adepte de la télévision, je dois avouer. Pourtant, je suis journaliste télé à la base. Mais je vois bien les thématiques relatives au racisme après les faits qui se sont déroulés aux États-Unis avec George Floyd et tout ça. En fait, on a connu beaucoup de manifestations contre les violences policières avec, par exemple, le comité Justice pour Adama. Il y a aussi eu cette polémique autour de cette illustration de valeur actuelle d'une députée française qui était représentée en esclave. Il y a aussi une polémique concernant cette liste de médecins noirs qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on sent, une colère chez la jeunesse afro-descendante. Est-ce que vous la comprenez? Comment vous l'analysez, vous?
Oui, bon, je la comprends. Je la comprends d'autant plus que je suis moi-même une afrodescendante qui maintenant, par la force des choses, est relocalisée en Europe, pour l'instant momentanément, et que non seulement on se retrouve confronté à ce genre d'ostratisation ici en Europe, mais en même temps, on n'a aucune chance de se développer, d'avoir une vie meilleure en Afrique parce que c'est toujours le même système de l'État français qui empêche les populations et d'être prospères et heureuses en Afrique et d'avoir des carrières comme il faut ou la justice qu'il faut quand elles sont en France. C'est irritant, bien sûr. Et finalement, est-ce que vous pensez que c'est pour ça que ce discours que vous avez fait à Sotchi a eu un tel écho? Je pense que le discours de Sochi retranscrit vraiment les aspirations de millions d'Africains, hein, des jeunes Africains, des moins jeunes. Beaucoup de gens sont venus me voir après, même des personnes plus âgées qui m'ont dit: Madame, on ne sait pas où vous trouvez le courage, mais vous avez dit ce qu'on n'ose pas dire. J'ai eu des hommes, des ministres en exercice de différents pays africains qui sont venus me féliciter, qui m'ont dit vraiment: on vous soutient, vous avez raison, etc. C'est étouffant. C'est tellement étouffant, cette mainmise. Euh, Jusqu'aux boutistes de la France, c'est-à-dire la France n'est pas le seul pays qui a eu des colonies dans le monde, mais c'est le seul qui refuse d'avancer, qui refuse de s'adapter à l'ère du temps, d'accepter un partenariat gagnant-gagnant avec ses anciennes colonies. Et je constate aussi que c'est le seul pays colonisateur dont aucune des colonies n'a jamais été développée, quoi. C'est une colonisation appauvrissante qui est maintenue au forceps sur les populations d'Afrique et que ce soit les Africains d'Afrique ou la diaspora, tout le monde en ressent les effets négatifs et il y a un immense ras-le-bol qui est là et qui avance comme un rouleau compresseur. Ce serait naturellement beaucoup plus efficace si l'État français, le gouvernement français prenait en compte cette réalité et s'asseyait pour discuter avec nous, acceptait de nous débarrasser de ces instruments de colonisation qu'ils nous ont mis dessus. Mais s'ils ne veulent pas le faire de façon consensuelle, bon, ce sera fait de façon unilatérale du côté africain. Alors justement, comment faire en fait pour établir cette relation gagnant-gagnant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Le premier pas, le seul pas d'ailleurs, c'est pour nous, Africains, de porter à la tête de nos États des gens qui sont animés par la recherche de l'intérêt de leur population. Si vous avez à la tête de l'État une personne dont la préoccupation principale n'est pas de plaire à Paris ou de courir à Paris chercher des instructions, mais de mettre en œuvre des réformes qui vont permettre aux populations du pays qu'il ou qu'elle dirige d'accéder à la prospérité, d'accéder au bien-être, d'accéder au travail, d'accéder au confort, alors les choses se mettront en place naturellement. Les trois choses dont je parle, la monnaie qui empêche l'industrialisation, bon, c'est une lettre écrite par un président qui informe le reste de l'Union monétaire que lui ne se retrouve plus dans le CFA et donc entame la sortie du franc CFA après avoir diligenté un audit des comptes d'opération et entamer le processus de retrait. C'est une signature, hein, c'est rien de plus que ça. La seule chose qui manque, c'est une personne qui a du courage et la volonté politique de le faire. Alors Nathalie Yamb, on va parler des élections présidentielles ivoiriennes qui devraient normalement se tenir à la fin du mois d'octobre. La campagne actuelle se déroule quand même dans un climat qui est extrêmement tendu depuis le retour d'Alassane Ouattara dans la course, puisque l'actuel président ivoirien est revenu sur sa promesse. Il a décidé de briguer un troisième mandat et depuis cette annonce, le pays est secoué par des manifestations. Quelle lecture vous avez de ce revirement d'Alassane Ouattara ? Ce revirement ne m'étonne pas. Je fais partie des rares personnes qui ont de façon constante affirmé que Alassane Ouattara sera candidat à l'élection présidentielle. Je l'ai affirmé même après qu'il ait annoncé sa pseudo-intention de ne pas se présenter. Monsieur Ouattara a échoué
sur son bilan. Il revient aujourd'hui, 10 ans après avoir accédé au pouvoir, avoir eu les mains totalement libres, parce que contrairement à son prédécesseur, il n'a pas eu à faire des gouvernements d'union, il n'a pas eu à gérer une rébellion pendant la moitié de son mandat. Il était totalement libre, il avait toute la communauté internationale à ses pieds. Il a bénéficié d'une opposition qui n'a pas, comme lui, eu recours à des rébellions ou à des putschs pour le chasser. Et néanmoins, 10 ans après être arrivé au pouvoir, il se retrouve devant nous en nous disant « Bon, écoutez, j'ai pas encore fini, et puis, vous savez, dans mon parti, si c'est pas moi, c'est personne. Je suis à la tête d'un parti qui est au gouvernement depuis 20 ans, puisque le RDR a été au pouvoir avec Gbagbo à l'époque. 10 ans, le RDR seul avec ses alliés du RHDP, et dans toute cette immense formation politique, soi-disant, il n'y a pas une seule personne qui est capable de remplacer le candidat qui est décédé avant d'ailleurs que les candidatures définitives ne soient annoncées par le Conseil constitutionnel. Je trouve ça navrant, mais je ne suis pas étonnée. Monsieur Ouattara a peur de l'après-Ouattara. Il regarde ce qui se passe ailleurs sur le continent, et tous ceux qui ont mal géré leur pays ont une peur bleue de ce qu'il adviendra lorsqu'ils ne seront plus aux manettes pour contrôler la machine, ce qui explique qu'ils prennent en compte le décès de personnes, la répression, les pertes de vies humaines, juste pour continuer d'être à la tête de l'État de Côte d'Ivoire et de pouvoir continuer à le piller et à le maintenir dans la pauvreté. Alors, Dommage. Nathalie Yamb, on a vu des membres de l'opposition finalement regretter le silence de Paris vis-à-vis de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas paradoxal et contradictoire de dénoncer l'ingérence de la France dans la politique africaine et en même temps de condamner le silence de la France sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? Je trouve ça tout à fait paradoxal. Je souris quand j'entends ça, parce que je trouve ça navrant. Soit que l'on condamne le silence de la France, soit que l'on se réjouisse de certains agissements de la France, parce que, in fine, ce n'est pas la France qui décide qui dirige la Côte d'Ivoire. Si on continue de regarder du côté de Paris et de l'Élysée pour essayer de déchiffrer s'ils sont pour ou contre nous, on n'a qu'à laisser M. Ouattara au pouvoir, parce qu'il n'y a pas meilleur serviteur de la France que M. Ouattara. On se demande si les opposants qui se réjouissent ou qui s'énervent par rapport à la réaction ou non de Paris veulent simplement remplacer M. Ouattara au pouvoir pour faire la même chose, ou bien s'ils veulent réellement changer un système. Et je suis très fière de constater que, en tout cas, dans mon parti politique leader, son candidat a établi de façon très claire que peu lui importait la réaction de Paris à l'élection présidentielle. Nous ne souhaitons pas que Paris s'immisce dans l'élection présidentielle ivoirienne. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors d'un côté, Paris il reste très silencieux sur la situation en Côte d'Ivoire, alors que la France et la communauté internationale, de manière générale, a très rapidement réagi au coup d'État qui a eu lieu au Mali et qui a poussé IBK à renoncer au pouvoir. C'est deux poids, deux mesures. Comment vous lisez ça? Comment vous analysez ça? Oui, bon, vous savez, au Mali, c'est l'opération Barkhane qui est en jeu. La France souhaite par-dessous tout maintenir l'opération Barkhane, maintenir l'armée française au Mali et dans la sous-région. Pourquoi faire? On ne sait pas trop bien, parce que quand on regarde le bilan de l'opération Barkhane, c'est plutôt un échec total. Les missions qui s'étaient assignées n'ont pas été remplies. Alors, on se précipite, on condamne un coup d'État au Mali, ce qu'ils ont décrit comme un coup d'État au Mali, mais si l'on regarde bien, c'est une volonté populaire qui s'est établie, et d'ailleurs, M. IBK a trouvé bon de démissionner ensuite. Mais on se préoccupe de la soi-disant démocratie au Mali, mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ce pilier du précaré, on est prêt à fermer les yeux et à regarder ailleurs pour plus tard venir donner des leçons de morale, de démocratie ou jouer les pompiers. C'est l'attitude de la France dans toute sa laideur.
et dans toute son habitude. Voilà. Nathalie Yamb, on arrive vers la fin de cet entretien. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que les Africains sont prêts à rompre avec la France et à se tourner vers de nouveaux partenaires ? Tout à fait. Je suis certaine que des Africains sont prêts à ça. C'est d'ailleurs ce qui explique la portée du message que j'ai tenu à Sochi. C'est ce qui explique d'ailleurs aussi le fait que nos coups de boutoir contre cet édifice france-africain obligent Paris à venir raconter des inepties par rapport à la fin du CFA, etc. Les Africains sont prêts à se tourner vers d'autres partenaires, mais ces autres partenaires ne sont pas forcément hors d'Afrique, ça peut être des partenaires africains. Ce que nous voulons, c'est avoir des relations gagnant-gagnant avec tout le monde. On n'exclut même pas d'avoir des relations gagnant-gagnantes avec la France si celle-ci accepte nos conditions, à savoir que quand on fait un contrat, ça ne doit pas être 99% pour vous et 1% pour nous, mais ça doit être du 50-50 ou même du 60-40, 70-30 pour nous, parce que c'est nous qui avons le matériel, les ressources naturelles, etc. Les Africains sont prêts, ce sont les représentants de l'État français et puis leurs valets à la tête de nos pays qui essayent de repousser l'échéance, mais elle arrive inexorablement. Merci Nathalie Yamb. Si on comprend bien, donc c'est la France qui a plus à perdre que les pays africains. Merci Nathalie Yamb d'avoir répondu à toutes nos questions sur RT France. C'est la fin de cette grande interview. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cet entretien sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet rtfrance.tv. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur RT France.